Ce que Michel m'a demandé de faire, c'est un panorama de l'Alsace politique entre 1919 et 1939. Alors, j'ajouterai rupture et continuité. Voilà. Alors, dans une première partie, je vais faire un état des lieux des forces politiques en Alsace au début des années 20. Et dans une deuxième partie, je parlerai des évolutions à la fin des années 20 et jusqu'aux années 30. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, d'autant que mon collègue vient de le faire brillamment à propos des autonomistes catholiques. Mais je pourrais parler d'autres parties. Voilà. Alors, l'histoire politique de l'Alsace, ça commence par une épuration politique. La troisième épuration politique que l'Alsace a connue, on en parlera tout à l'heure. Là, ça commence par la deuxième épuration politique que l'Alsace a connue. La première, elle avait eu lieu au début du Reichsland. Je dis ça parce qu'en 1919, il y a un certain nombre d'hommes politiques alsaciens qui avaient été éminents à la fin de la période du Reichsland, qui sont empêchés de se présenter aux élections législatives en 1919. Déjà, il y a ceux qui étaient d'origine allemande sont partis. Il y avait les députés socialistes de Strasbourg et de Mulhouse, Böhle et Hemmel, partent vers l'Allemagne. Faut savoir que, par exemple, le député Böhle avait été dénoncé par son camarade de parti Jacques Perrotte, bientôt maire de Strasbourg, qui avait écrit au commissaire général Maringer lui disant qu'il serait prudent d'expulser ce bon camarade Böhle vers l'Allemagne. Ensuite, il y avait les frères Wolf. Les frères Wolf étaient des militants libéraux-démocrates. Alfred Wolf part en Allemagne. On peut supposer que Georg Wolf est passé devant une commission de triage, mais je ne l'affirmerai pas. Toujours est-il qu'il n'a pas pu se présenter aux élections. Rodolphe Schwander, très grand maire de Strasbourg, part en Allemagne. Eugène Ricklin. Eugène Ricklin, qui avait été président du Landtag et ensuite du Conseil national, et assigné à résidence à Cork, dans le Pays de Bade, ne peut donc pas se présenter aux élections. Quand il demande à rentrer, d'ailleurs, il fait une lettre, et à la suite de cette lettre, il est même emprisonné à Cork, à Kehl. Après, il y a donc d'autres militants. C'est une hémorragie de militants politiques, en fait, de toute tendance. Vous avez, par exemple, Julius Leber, socialiste, qui est parti en Allemagne, Franz Dahlem, communiste, futur communiste, qui est parti aussi. Et enfin, vous avez également, par exemple, Charles Haus, qui était président du groupe Zentrum dans le Landtag alsacien-lorrain, en même temps qui était aussi député au Reichstag, tout comme Ricklin d'ailleurs. Lui, il passe devant une commission de triage, juste au moment des élections législatives, il ne peut pas se présenter. Même le chanoine Eugène Müller, qui était enseignant au grand séminaire, et puis ensuite à la faculté de théologie catholique, lui aussi passe devant une commission de triage, finalement, sans trop de problèmes. Mais on le voit bien, si vous voulez, les grandes gueules, si je peux parler ainsi, qui auraient pu faire entendre des voix alsaciennes dans l'Assemblée nationale, ne sont pas candidats aux élections en 1919. Voilà. Alors, d'autre part, à la tête de l'Alsace-Lorraine, on a un commissaire général qui en fait coiffe 3 préfets, en Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, et on a des directions générales qui au début de la période, sont encore à Strasbourg. Alors ce système a été décrié, notamment par les plus jacobins, qui ont dit ça ressemble au système allemand. Parce que le commissaire général, on dirait le Statthalter, et puis les directeurs des services, on dirait le secrétaire d'État et les ministres qu'on avait avant. Résultat, c'est que ce système va évoluer. Il n'y aura plus qu'une direction générale par la suite qui sera à Paris avec Paul Vallot. Le plus grand des commissaires généraux, ça a été Alexandre Mirand, enfin le plus compréhensif, je devrais dire, pardon. Alors, pour ce qui est des partis politiques alsaciens, ils ont beaucoup de particularités parce qu'ils sont issus des partis politiques allemands, en grande partie. Et ça explique pourquoi ils ont aussi du mal à s'intégrer, enfin ils ont un peu de mal à s'intégrer dans le paysage politique français, surtout au début. Alors, on va prendre un exemple. Alors bon, je pense que mon collègue a parlé de l'Union populaire républicaine, UPR, les Hessische Volkspartei. Alors, moi, je pense que dans les années 20, on peut distinguer 3 courants. Peut-être même 4. Mais dans le 4e, l'abbé Wetterlé serait tout seul.
Il y a sans doute un courant modéré, régionaliste, autonomisant, on va dire, avec l'abbé Hegui, mais le chanoine Müller, par exemple Henri Mec, qui est, par exemple, s'occupe des syndicats chrétiens qui deviennent la CFTC. Voilà, des gens comme ça sont des régionalistes modérés. Hein, on a, par exemple, Robert Schuman en Moselle, c'est un profil un peu similaire. Et là-dedans, on a des fortes personnalités, enfin, de grands intellectuels, hein, comme l'abbé Hegui et Eugène Müller, justement. Ce sont des gens qui ont une très forte influence sur toute une partie du clergé alsacien. On a un courant qui est plus franchement autonomiste. On les repère parce qu'ils ont signé le manifeste du Heimatbund. Je pense que mon collègue en a parlé. Donc mais alors vous avez l'abbé Zemp, l'abbé Gromer, et puis bien sûr Joseph Rossé et d'autres encore. Et puis après il y aura Marcel Sturmel aussi dans ce courant. Eugène Ricklin en est proche. Et puis alors bien sûr j'entendais parler donc du courant national. Donc dans ce courant national, vous avez des gens qui sont alors plus à droite aussi et plus bourgeois sociologiquement. Par exemple, vous avez ce sont des médecins, hein, Alfred Oberkirch, le député de Sélestat, Joseph Pfleger, ce sont des professions libérales. Puis vous avez le comte de Leuss qui habite le château de Reichshofen. Hein. Donc, je pense que plus c'est national, plus c'est à droite et un peu bourgeois, et plus c'est autonomiste, et plus c'est un peu plus proche, on va dire, de la population, me semble-t-il, puisqu'on a quelqu'un comme Henri Mec, par exemple, qui est syndicaliste, par exemple. Alors, pour discuter. Alors l'UPR, au début, elle s'appelait UPRN, il y avait l'adjectif national au début, et puis après cet adjectif national, il tombe par la suite. Je ne sais pas quand exactement il est tombé, mais après on ne le trouve plus. Alors il faut savoir que l'adjectif national, aujourd'hui on dirait jacobin. Hein. Il est tombé. Voilà. Alors cette UPR, ça a été dit, je pense, elle s'appuie sur le syndicat chrétien, sur des associations catholiques très actives, et puis sur une très grande partie du clergé. Alors, l'évêque, je ne sais pas s'il a été cité, mais Monseigneur Charles Ruche, lui, il dénote un peu par rapport à ce parti catholique, parce que c'est un aumônier militaire français. Il est né à Nancy, de parents alsaciens émigrés en 71. Alors évidemment, il est plus proche de l'aile nationale. En ce qui concerne donc le parti catholique, donc voilà, j'en ai brossé un tableau assez rapide. Il y a d'autres forces politiques. Par exemple, on trouvait dans l'ancien Landtag, on trouvait les libéraux démocrates. Alors que deviennent ces libéraux démocrates? Alors, les plus à droite, comme par exemple Charles Frey, Charles Altorfer, ce sont des protestants, Altorfer est pasteur, on va les retrouver dans le Parti démocrate, dans les années 20. Alors, ce Parti démocrate, donc, si on veut, il est centre-droit et non confessionnel. Voilà. Alors, comme il est centre-droit, il peut faire des alliances avec le Parti catholique, hein. Mais comme il est non confessionnel, alors il est aussi plus national, hein, que, disons, la moyenne du Parti catholique. Voilà. Donc, en 1919, aux élections de 1919, donc, les démocrates se rapprochent de l'UPR, mais par la suite, évidemment, ça va changer. Alors, vous avez également le maire d'Altkirch, par exemple, qui est proche du Parti démocrate, Paul Jourdain. Alors, c'est un catholique au départ, mais il est non clérical. Donc, dans ce Parti démocrate, il peut y avoir des protestants, des francs-maçons, des catholiques non cléricaux, enfin, voilà. C'est un parti de cadre, hein, voilà. Alors, après, vous avez d'autres anciens libéraux démocrates qu'on va trouver dans le Parti radical socialiste. Là, on a Georg Wolf, le pasteur Wolf, qui avait été député au Landtag. On a Camille Dallet, qui est plus jeune. Et alors, pour coiffer ce parti radical socialiste, qui en fait vient de France, hein, mais qui cherche à s'implanter en Alsace, on a un certain Eusinger. Alors Eusinger, c'est un revenant, puisque avant la guerre, il était juge colonial en Afrique. Ensuite, il a été officier français, en 14-18. Puis là, en 19, il arrive et hop, il prend la tête du Parti radical socialiste.
Il est en même temps adjoint au maire de Strasbourg, puisqu'il y a Perrotte. Hein, et Perrotte, il fait une coalition socialiste, radicale socialiste, et Eusinger s'occupe des affaires scolaires. Et à Strasbourg, il va tenter d'implanter tout de suite l'école interconfessionnelle. Il va tenter. Voilà, pour le centre-gauche. Alors après, on a les socialistes. Alors les socialistes étaient très forts en Alsace, puisqu'ils avaient 5 députés au Reichstag en 1912. Hein. Ils avaient également le premier groupe dans la municipalité de Strasbourg, sous Schwander, c'était les socialistes. Hein. Et Perrotte était déjà adjoint au maire. Donc ils sont toujours là. Bon, on a vu les Allemands sont partis. Alors, ils vont se scinder au congrès de Tours, 1920. 1920, on a donc ceux qui deviennent les communistes sont beaucoup plus nombreux dans le Bas-Rhin, et ceux qui deviennent la SFIO sont plus nombreux dans le Haut-Rhin. Alors cependant, la SFIO, dans le Haut-Rhin, à Colmar et à Mulhouse par exemple, c'est l'aile gauche. D'ailleurs, c'était déjà l'aile gauche à l'époque allemande à Mulhouse d'ailleurs, déjà du temps de Hemmel. Bon, alors, donc on a Édouard Richard sur Colmar et puis Auguste Vicky sur Mulhouse. Alors, ils sont d'origine ouvrière et apparemment, ils arrivent à capter l'électorat ouvrier, prolétaire. À Mulhouse, il y en a beaucoup, et puis même à Colmar. Alors que dans le Bas-Rhin, c'est Charles Huber qui parvient à entraîner 80% des militants barinois derrière lui dans le Parti communiste, enfin, ça s'appelle la SFIC et ensuite Parti communiste français. Voilà. Donc Huber est un syndicaliste, métallurgiste. Dès le départ, il est franchement autonomiste. Hein. Ça se voit quand il est dans le Soldatenrat déjà à la fin de 18, et puis il prend la tête des grèves, parce qu'il y a des grèves très importantes en 19 et 20, en Alsace-Moselle. À ce moment-là, il y a des grèves insurrectionnelles en Allemagne, et ça a une influence sur ce qui se passe en Alsace-Lorraine. Et Huber est à la tête des grévistes. Il faut préciser que les militants socialistes dans le Bas-Rhin, ça représentait la 3e fédération de France en nombre, en 1919, hein, avant la scission. Hein. C'est dire l'implantation du Parti social-démocrate en Alsace-Lorraine. Hein. On a oublié ça. Alors, le problème, c'est... Oui, alors donc, après, donc les élections de 1919, la gauche n'est pas élue. Hein. On a alors 24 députés pour l'Alsace-Moselle, hein, je compte la Moselle, mais on a 24 députés qui sont tous à droite. En 1919, c'est ce qu'on appelle le bloc national. Ils ont tout remporté, que ce soit le Parti catholique ou les démocrates alliés. Hein. Voilà. Donc on a des nouvelles, des petits nouveaux qui apparaissent, Charles Frey, Charles Altorfer, qui sont élus députés, qui sont jeunes, Michel Walter, certains n'ont même pas 30 ans. Hein. Il y a un renouvellement. Ensuite, alors il y a quelques petits mouvements autonomistes qui apparaissent dès 1919. Il y a le Parti fédéraliste alsacien-lorrain de Hummel et Dumser. Hummel est à Strasbourg, Dumser en Lorraine. Il y a le Parti neutraliste de Logel. Et il y a le Parti autonomiste de Klaus Zorn von Bülow. Mais ces partis sont très, très faibles au début. Ils n'arrivent pas encore à capter le malaise. Le malaise, il est très présent tout de suite. Il y a un malaise chez les fonctionnaires, il y a un malaise chez les cheminots, chez les enseignants. Il y a... Par exemple, il y a 40 000 cheminots dans les chemins de fer d'Alsace-Lorraine. Ils sont presque tous en grève dans ces années-là, parce qu'ils veulent avoir des directeurs qui soient bilingues. On leur envoie des médecins du travail qui ne parlent pas l'allemand, ils ne peuvent pas se faire comprendre, etc. Voilà. Mais ça ne se traduit pas encore politiquement. Ça va arriver. Donc, ensuite, il y a une évolution de ces forces politiques. Et en fait, le catalyseur, c'est ce qui va se passer en 1924 avec Édouard Herriot. Alors, c'est-à-dire son projet, c'était l'assimilation totale sur le plan législatif de l'Alsace-Lorraine à la France.
à tous les points de vue. Il a été conseillé par Jacques Perrotte et par un Georges Weil, les deux socialistes de Strasbourg. Alors le clergé va manifester en masse. L'évêque Monseigneur Ruche, qui est un bon français, il va devoir se mettre en tête du clergé qui manifeste. Et puis il est suivi par tous les autres, jusqu'aux plus autonomistes évidemment. En 1925, donc j'ai entendu parler du journal Die Zukunft. Ensuite, il y a le manifeste du Heimatbund en 26. Alors ce Heimatbund va, on va dire, surfer sur le mécontentement général. Mais c'est pas un manifeste catholique, c'est un manifeste vraiment autonomiste, mais œcuménique, puisque vous avez des protestants aussi qui l'ont signé, il y a même des pasteurs qui l'ont signé. Hein. Voilà. Mais enfin, il semble que les catholiques dominent un peu, puisqu'on a Jean Képi, qui est secrétaire du Heimatbund, qui sont un peu plus nombreux. Mais c'est un mouvement qui veut représenter toute la société alsacienne et qui veut l'autonomie, le bilinguisme généralisé, etc. Je n'entrerai pas dans les détails là-dessus, je pense que ça a été fait. Voilà. À ce moment-là, on a donc une presse autonomiste qui se développe, alors die Zukunft, die Wahrheit, etc. Et le gouvernement réagit par l'interdiction des journaux. Et ensuite, le procès de Colmar en 1927, il a été évoqué ? Oui. Bon. Et le procès de Colmar a des conséquences politiques, ça a été évoqué aussi avec l'élection de René Haus à Colmar, Marcel Sturmel. Bon, ok. Alors, ce qui a la conséquence, c'est l'éclatement des partis politiques. Alors, on a parlé de l'APNA national en 1928 qui se sépare de l'UPR, mais en fait, presque tous les partis éclatent. Vous avez Georg Wolf et Dallet qui quittent les radicaux socialistes. Georg Wolf a été élu à la place de Heusinger. Mais Heusinger est allé se plaindre au siège du parti à Paris, et siège du parti à Paris, ils ont dit non, Heusinger doit rester en place, l'élection de Georg Wolf, on n'en veut pas. Pourquoi ? Parce que Georg Wolf, il faisait pas partie sans doute de la bonne loge maçonnique, et puis il devait parler un peu trop l'allemand, quoi. Sans doute. Et puis, donc, après, le pasteur Wolf va prendre du recul, et puis c'est Dallet qui va donc diriger. Alors, il change de nom, finalement, ils s'en vont, ils partent. Ça devient la Fortschrittspartei. Et puis, vous avez également le Parti communiste qui va éclater. Ça, en 1929, quand Charles Huber à Strasbourg commence à faire la Volksfront avec les autonomistes et les catholiques et puis ceux de la Landespartei, il est aussitôt exclu du Parti communiste français parce que c'est pas la ligne du Comintern, on fait pas d'alliance avec des partis bourgeois. 1929. Le problème, c'est pas l'autonomisme, qu'il soit autonomiste. Le Parti communiste français, c'est le parti le plus autonomiste de tous. C'est celui Maurice Thorez a toujours dit qu'il était pour même l'autodétermination, même l'indépendance si les Alsaciens le voulaient. Thorez est le seul à l'avoir dit à l'Assemblée nationale, me semble-t-il. Donc c'est pas ça le problème. C'est les alliances avec les partis bourgeois. Donc on a donc le Parti communiste d'opposition avec Charles Huber, Jean-Pierre Maurer qui est un cheminot lorrain qui va venir s'implanter à Strasbourg. Et puis aussi sur Colmar, je crois que ça a été dit. Bon. Alors, même le Parti catholique lorrain va être touché par une scission, puisque vous avez, si vous prenez la liste des signataires du Heimatbund, vous voyez que le premier en tête de liste, c'est un lorrain, c'est Victor Antoni. Mais il est en tête parce qu'il est premier dans l'ordre alphabétique. Donc il est très visible. En plus, il était maire, conseiller général, tout ça. Alors l'Union républicaine lorraine, cher Michel, tu as écrit que c'était le parti frère de l'UPR, c'est vrai, mais elle est quand même beaucoup plus nationale. Et par exemple, elle est tenue par les grands patrons de la sidérurgie et par des généraux de l'armée française. Guy de Wendel, le général Hirschauer, des gens comme ça. Alors ils ont dit à Robert Schuman, tu vas expliquer à Antoni tu vas retirer immédiatement sa signature. Donc Schuman demande à Antoni de retirer sa signature, il veut pas. Donc ils sont exclus. Antoni, Schaff, nominé, l'abbé Pink. Ils ont perdu un grand intellectuel. Hein. Donc ceux-là sont partis et en 1929 ils vont créer la Christliche Soziale Volkspartei, qui est en fait un parti catholique franchement autonomiste, mais qui va rester cantonné dans l'Est mosellan. Et donc Antoni sera le président et maire de Fénétrange. Alors les élections municipales de 29, elles ont été évoquées. Oui. Pour Colmar, c'est ça ? Oui, alors à Strasbourg aussi, hein, donc il y a une coalition autonomiste qui remporte la mairie de Strasbourg en 29 avec Charles Huber, Michel Walter, qui est un leader de l'UPR qui était plutôt au milieu, mais qui cette fois-ci penche vers l'autonomisme, Karl Ross, Landespartei, Camille Dallet, Fortschrittspartei. Voilà. À Colmar, Eugène Herzog, ça a été dit. À Agno également,
avec le maire Weiss et le secrétaire général Képi. Voilà. Alors, dans les années... Donc, c'est dans les années 30, donc on a donc ces mairies autonomistes donc, qui vont perdurer à Strasbourg et à Colmar, mais pas Mulhouse. Et ensuite, elles sont perdues, ces mairies. Elles sont perdues en 35 aux élections municipales suivantes, parce qu'il y a des renversements d'alliances. Donc à Strasbourg, Michel Walter va s'associer avec Charles Frey. Donc il va refaire comme en 19, l'alliance des catholiques avec les démocrates nationaux. Alors il va prendre avec lui Marcel Edmond Negelen de la SFIO, qui a succédé à Perrotte. Mais il n'y aura pas radical socialiste. Non, par contre, il y aura des APNA dans la coalition, et donc Frey va remporter la mairie de Strasbourg. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que quand Huber était maire de Strasbourg, Frey était député de Strasbourg. Maintenant que Frey est maire de Strasbourg, c'est Huber qui est député de Strasbourg. Oui. Donc, à Paris, ils comprennent rien. Les Alsaciens, qu'est-ce qu'ils veulent, là? À Strasbourg, là, quand ils ont un maire communiste, ils ont un autonomiste, ils ont un député national, et après c'est l'inverse. Voilà. Mais ça reflète bien qu'en fait, il y avait bien deux tendances dans la population alsacienne à l'époque. Il y avait des nationaux, il y avait des autonomistes. Hein, voilà. Alors, on a pu lire de la part d'universitaires bien plus sérieux que moi qu'il y avait un déclin de l'autonomisme dans les années 30, dès 31 déjà. Dès 31. Moi, je m'inscris en faux parce que on a quand même 6 députés autonomistes en 36. Alors, il est où le déclin de l'autonomisme alsacien? J'ai pu lire Pascal, le national-socialisme en Allemagne, les Alsaciens ont peur de voter autonomiste. Ah bon? Il y a 6 députés autonomistes en 36. Il y a Dalet, Rosset, Sturmel et les 3 communistes, les 3 députés communistes de Strasbourg, c'est pas des autonomistes? Huber, Maurer et même Daul. Même Daul, qui est un communiste orthodoxe, il est franchement autonomiste. Je suis désolé, ils sont 6. 6 sur... vous avez combien de députés en Alsace? Une douzaine, non? 16. C'est 16, oui. Voilà. Puis après, donc, alors, les partis politiques autonomistes comme la Landespartei, donc, qui va fusionner avec le parti communiste d'opposition, le Bauernbund de Pilger, la Jungmannschaft de Pichler. Est-ce qu'il faut-il en parler plus longtemps? Malheureusement, le temps. Non. Ah oui, c'est toujours le problème. Voilà. Et puis à Colmar, donc, oui, la municipalité d'Édouard Richard, ça a été dit. Par exemple, l'élection cantonale de Winsenheim en 1934, Rosset a été élu grâce aux voix des communistes orthodoxes. Je ne sais pas si ça a été dit, mais... Hein, oui, parce qu'en fait, le candidat communiste orthodoxe, il ne se présentait plus, les électeurs communistes, ils ont voté Rosset, quoi. Donc ça montre que la Volksfront, elle continue à certaines élections, et aux législatives aussi. Ça fonctionne encore. Hein, même si ça ne fonctionne plus au municipal, mais ailleurs, dans d'autres élections, oui. Jusqu'à la fin. Enfin, presque. Merci beaucoup. Il n'a pas fini. Non, que faut-il en conclure? Donc vous voyez qu'il y a des ruptures et des continuités. Et le plus important, ce qu'il faut en retenir, à mon avis, c'est que les partis alsaciens sont issus des partis du Reichsland. Voilà, il y a vraiment une continuité, quoi.